Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Philippe, arrivé en Australie avec un visa PVT. Comme beaucoup, il a commencé son aventure en mode backpacker et est vite tombé sous le charme du mode de vie australien. Mais son parcours ne s'est pas arrêté là. Déterminé à poursuivre son expérience, il a décidé de chercher un emploi dans ce domaine, l'ingénierie des barrages. Il est donc aujourd'hui sponsorisé et bien installé en Australie. Salut Philippe! Salut! Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît? Alors bonjour, moi je m'appelle Philippe, je suis du sud de la France, du côté de Nice. En janvier 2024, je suis arrivé en Australie avec un Working Holiday Visa. L'objectif de ce Working Holiday Visa, c'était de pouvoir faire une césure déjà dans mon travail, puis de voir si les projets me plaisaient, et en particulier l'Australie, notamment les côtes, parce que je suis un grand fan de la mer. Donc pendant ce Working Holiday Visa, j'ai commencé par travailler 2 mois à Koh Joon-hook, donc dans le Western Australia. Puis après, j'ai fait un road trip en partant de Espérance pour remonter jusqu'à Kununurra en suivant toute la côte ouest. Donc là, j'ai retravaillé encore pendant 2 mois en ferme. Puis j'ai repris le road trip et on est passé par Darwin, Cairns et puis j'ai fait la côte est. Et au début de la côte est, je me suis dit: «J'aime vraiment bien l'Australie, la mer elle est chaude, j'aimerais bien rester un peu plus longtemps. Est-ce que c'est possible de faire mon travail ici?» Donc j'ai commencé à regarder sur LinkedIn, des personnes qui avaient 10 ans de plus que moi, mais à peu près le même profil. Et j'ai commencé à leur envoyer des messages sur LinkedIn directement. Est-ce qu'il y a moyen de prendre un café et que tu m'expliques un peu ce que c'est le métier d'ingénieur hydraulique ici en Australie? Est-ce que c'est quelque chose comme en France? Est-ce que c'est différent? Euh, et avoir des informations sur les entreprises, parce que c'est un métier un peu de niche. Donc, avoir des informations sur les entreprises pour peaufiner et savoir si je peux trouver du travail. Et au bout de la troisième rencontre, ma chef actuelle m'a proposé un poste, une interview, puis ensuite un poste. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu n'es pas sorti d'école. Tu as déjà fait des stages et tu as déjà de l'expérience dans ce domaine. C'est ça, en France, j'ai travaillé un peu plus de 3 ans déjà dans ce domaine-là, dans le sud de la France. Mon travail exactement dans le sud de la France, c'était ingénieur des sûretés des ouvrages hydrauliques. Mon objectif, c'était de m'assurer que les barrages et les digues protégeaient les populations et les infrastructures pour des crues assez majeures. Donc, tu as une interview assez rapidement. Si j'ai bien compris, c'est que tu as juste contacté des personnes qui étaient dans ce domaine sur cette plateforme. Tu voulais juste discuter avec eux pour voir s'il était envisageable d'être embauché. C'est ça, complètement. En fait, l'objectif, c'était plus de prospecter un peu, voir est-ce que le travail que je faisais en France, c'était un travail que je pouvais faire ici? Est-ce que j'avais besoin de compétences supplémentaires? Est-ce que les techniques qu'on utilise en France sont les mêmes qu'on utilise ici? Est-ce que les modèles, parce que j'utilise énormément des modèles numériques, est-ce que ce sont les mêmes? Puis discuter. Et puis c'est comme ça un métier un peu de passion. Une fois que tu rentres avec quelqu'un qui a à peu près la même passion que toi, les discussions elles peuvent durer 3 heures, parce que originellement le café avec ma chef devait durer 45 minutes, ça a duré plutôt 2 heures et demie. Ça a très bien matché. Derrière, directement après, 2 jours plus tard, j'avais l'interview avec le chef qui est venu de Melbourne, qui a pris l'avion de Melbourne jusqu'à Brisbane pour me faire l'interview en présentiel. Donc, ils ont considéré que tu avais un super profil et que tu pouvais être un bon candidat. Et à ce moment-là, ils recherchaient des personnes ou pas du tout? Pas du tout, ils venaient tout juste de recruter quelqu'un qui venait tout juste de sortir d'une école en Inde, justement. Il s'était dit que ce serait bien d'avoir quelqu'un avec un peu plus d'expérience qui pourrait chapeauter, qui pourrait avoir un peu plus d'autonomie. Et mon profil est arrivé comme ça sur la table sans même qu'ils aient
rechercher d'offres d'emploi. Bon, il faut se le dire, tu as un excellent niveau d'anglais. Tu es bilingue. Oui, on peut dire que voilà, je suis bilingue. Ouais. Parce que l'objectif de ce contrat, c'était d'abord, j'ai commencé en Working Holiday Visa pendant 3 mois. Et sous ces 3 mois-là, c'était de passer en sponsorship. Et donc, pour avoir le sponsorship, donc le visa 482, on est obligé d'avoir un test IELTS pour avoir un certain niveau d'anglais. Et il faut savoir que moi, mon IELTS, il est à 8 sur 9 Ah en ouais, moyenne. excellent quoi. Quand tu avais prospecté, tu te demandais si c'était un peu les mêmes modalités entre la France et l'Australie. Et du coup, quelle est la réponse? Quand même quelques différences, notamment parce que l'Australie, c'est plusieurs États en tant que tels, alors qu'en France, on travaille beaucoup plus envers les régions, puis après les intercommunautés. Il y a plus de millefeuilles politiques en France qu'en Australie. Et en Australie, les entités sont beaucoup plus différentes, sauf que les entités diffèrent entre chaque État. Donc, c'est deux salles, deux ambiances, et on essaye de s'y retrouver. Et tu as commencé les jours à venir ou ça a mis un peu de temps entre ton interview et le début de ton embauche? Ça a mis un peu de temps. Mon interview était en août 2024, parce que j'étais en road trip, je descendais jusqu'à Sydney. Et mon contrat était validé. Mais ma mère venait en octobre. Et je me suis dit, si je commence avant, puis je prends un mois de vacances pour recommencer après, ça allait pas le faire. Donc, j'ai préféré commencer uniquement en novembre. Ce qui m'a permis aussi d'aller faire un petit tour aux Philippines pendant un mois. Donc, tu as pu en profiter avant de commencer. Donc là, tu as commencé en novembre 2024. Et d'ailleurs, comment s'est passée cette interview? L'interview, elle s'est très bien passée. Comparé aux interviews françaises où vraiment, ils vont chercher OK, tu as fait quelle école, telle technique, etc. Là, ils ont vraiment été plus dans quel projet tu as fait, qu'est-ce que tu as aimé dans ce projet. Ils ont vraiment été plus, j'allais dire, dans l'humain, dans en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que j'avais comme idée de mon métier d'ingénierie et comment est-ce que je voulais manager un projet. Ils étaient plus en questionnement sur l'ingénieur que j'étais plutôt que sur les compétences que j'avais. Ce qui est l'inverse de la France, où la France va plus te demander quelles compétences tu as, plutôt que de regarder la mentalité que tu peux avoir. Ça paraît un peu plus informel, en fait. Ça paraît beaucoup plus informel. Ouais. Oui. Et donc là, tu as commencé en novembre 2024 ton boulot en tant qu'ingénieur spécialisé dans les barrages. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, c'est un métier qui a un peu plusieurs casquettes, parce que les barrages, ça a plusieurs utilités. Donc, ça a une utilité en termes de ressources d'eau potable, ça a une terme d'utilité quand on fait de l'électricité, puis ça peut être aussi utile pour prévenir des inondations. Donc, mon taf, c'est un peu de jongler avec le barrage, donc l'entité en tant que telle, ce qui va retenir l'eau, pour que il puisse satisfaire tous ses besoins. Donc, par exemple, on va dire que la ville a besoin d'eau, il va falloir que je relâche de l'eau. Mais il faut que je relâche de l'eau une certaine quantité parce que si je relâche trop d'eau, je vais inonder les gens. Par exemple, si on sait qu'il va y avoir énormément de pluie, le barrage va faire objet de bassin de rétention. Donc, on va vider le barrage, mais il ne faut pas le vider de trop parce que sinon, on va inonder aussi en dessous, mais on va avoir plus de volume derrière pour accueillir la pluie. Donc, il faut toujours trouver cette balance. Donc, mon travail, c'est de trouver la balance entre les besoins des populations, les risques techniques. Donc, il ne faut pas que le barrage se casse la gueule, parce que si un barrage qui se casse la gueule, c'est encore plus dévastateur qu'un tsunami. Mon travail, ensuite, c'est d'expliquer aux populations les plans d'évacuation, travailler avec les villes, les communautés de communes, comment est-ce qu'on peut gérer une crise avec un barrage qui est en train de tomber, comment est-ce que, avec des inondations qui sont prévues, comment est-ce qu'on gère l'évacuation de l'eau du barrage. Donc, par exemple, lorsqu'il y a eu Alfred, donc la dernière tempête, on lançait énormément de modèles, on travaillait énormément étroitement avec le bureau de la météorologie australienne pour savoir combien est-ce qu'on devait vider dans tel barrage, à quelle fréquence, à quel volume on devait vider, parce que ici, il fallait prendre aussi en compte les marées. Donc, les marées ralentissent l'eau, donc on peut créer plus d'inondations si on relâche trop d'eau. C'est vraiment plein de critères et beaucoup d'incertitudes parce qu'on ne sait jamais vraiment le nombre de pluies qui va tomber. Donc, c'est un peu beaucoup de probabilités, de statistiques et aussi un peu d'expérience. Ouais.
D'ailleurs, quand il y a eu le cyclone Alfred, tu as dû avoir une masse de boulot. C'est ça, exactement. Ouais. Avec Alfred, déjà, une semaine auparavant, on commençait déjà à lancer les modèles, à savoir combien est-ce qu'on devait vider de Brisbane, les probabilités que le barrage il se remplisse très très vite, il se remplisse moins vite, quelles sont les inondations, parce que le barrage il est sur un cours d'eau, mais il y a tous les cours d'eau autour. Donc si on relâche beaucoup d'eau dans le barrage, mais qu'on retient un peu, mais que les autres ils coulent, il y aura toujours des inondations. Donc il y avait tout cet aspect de modélisation qui a pris une part importante, et puis c'était jour et nuit. Donc on était des fois à 2 heures du matin avec l'ordinateur, Ouais. le café, et puis avec toute l'équipe. Et voilà, ça c'est aussi très, très prenant comme métier, c'est un métier passion. Donc, Ouais. Et là, faut pas oui. avoir peur de faire des heures. Et oui, parce que là, c'était vraiment une gestion de crise, au cas où s'il devait y avoir un gros problème. Enfin, c'était un sacré événement, ça faisait longtemps que Brisbane n'avait pas connu de cyclone. Donc ça a fait beaucoup parler. Et puis oui, il y a eu quand même quelques inondations, mais on va se dire qu'avec l'équipe dans laquelle j'étais, on a quand même très très bien travaillé, et on a quand même eu des félicitations aussi au niveau politique, comme quoi la crise avait été bien gérée, aussi bien du côté barrage que du côté prévision. Ouais, bravo alors. Merci, mais moi j'ai juste aidé l'équipe. C'est Oui, vraiment bien toute sûr, c'est un l'équipe, toute travail la d'équipe, chaîne oui. qui a vraiment été très très efficace. Parce qu'en France, je faisais aussi partie d'une équipe de gestion de crise. En Australie, on va pas se mentir, ils sont quand même au-dessus parce que ils ont beaucoup plus de crises, mais ils sont vraiment vraiment bien équipés. Ouais. Et puis, l'Australie, c'est quand même un pays où ils sont vraiment sur la sécurité, avant tout. Ah ça par contre, ouais. Là, c'est une grosse différence pour tous les métiers, pour tous les corps de métier. Oui, ça je suis d'accord. Ouais. L'assurance, attention de ne pas te faire mal. Même j'ai des chaises ergonomiques, chose que je n'avais pas du tout au travail. En France, par exemple, j'ai des claviers ergonomiques, des souris ergonomiques. J'y pensais pas du tout. Mon bureau, il se lève tout seul si je veux bosser debout. Ouais. Ça, voilà, Ouais, c'est c'est des ouf, choses qu'en oui. France, Oui. jamais j'aurais ça. J'aurais une Mais- chaise de bureau, un clavier, et puis voilà. Et puis basta, quoi. Et puis c'est un confort. Enfin, tu craches pas dessus, Ah oui, quoi. ah non, c'est vraiment une autre mentalité de travail Ouais. ici en Australie. Combien de barrages vous gérez? En Australie, il faut savoir, il y a à peu près quasiment plus de 600 grands barrages. En tout, si tu comptes l'ensemble de tous les barrages, donc tous les barrages agricoles, etc., on est à plus de 1,7 million, 1,6 million. Ah ouais? Nous, on ne gère pas 1,6 million de barrages, Ouais, ne t'inquiète pas. j'imagine. Euh, mais en fait, on travaille avec un client, enfin, deux clients majoritaires en Australie qui s'appellent SQ Water et Sunwater, qui sont les propriétaires vraiment terriens du barrage. Ils demandent après, par exemple, dans les 5 ans, il faut qu'on fasse des audits sur les barrages, il faut qu'on soit là présent s'il y a une crise. Quels sont tes horaires? Comment tu travailles? Tu disais que tu Euh, avais une certaine autonomie. Est-ce que tu gères tes heures de travail? alors, c'est ça, c'est complètement. Donc, par exemple, moi, une journée type, je commence entre 7 et 8 heures, et je finis entre 15 heures et 16 heures. À la suite de ça, je dois faire 40 heures semaine, entre lundi et vendredi, et je manipule mon planning comme je veux. Ok. Si je veux bosser 12 heures mardi et uniquement 5 heures vendredi, je peux, par exemple. Je peux avoir un week-end de 2 jours et demi. Et ça, Mais ce qui compte, c'est surtout le résultat. Enfin, vraiment, en termes d'autonomie, ils me disent, voilà, t'as ça à faire dans cette semaine. Si tu le fais, voilà, tu l'as fait. Si tu l'as fait à partir de mercredi, tu le fais à partir de mercredi. Si tu Et vraiment une autonomie sur tes projets, dans le sens où tu décides à quel niveau ton projet il est, et qu'est-ce que tu as à faire pour maintenir cette deadline qui est la fin du projet. Donc on fait vraiment du technique aussi bien au management, où je dois coacher une ou deux personnes disant voilà, j'aimerais bien que sous 2 semaines tu aies fait cette quantité de travail là. donc il y avait vraiment une confiance qui s'est installée entre ton employeur et toi. Et on peut dire assez rapidement, étant donné que toi, tu as été embauché en novembre 2024 et là, on est en mai 2025. C'est ça. En novembre 2024, déjà, je suis arrivé dans l'entreprise en Working Holiday Visa, et le deal, c'était en 3 mois. L'objectif, c'était d'avoir ce sponsorship. Et c'était aussi une façon le premier mois, ils m'ont vraiment bien testé. Hein. Ils m'ont posé des 3 calls sur des questions assez techniques. Ils m'ont donné des projets pas les plus simples.
Ils ont essayé de voir comment est-ce que je réagissais au problème, comment est-ce que je réfléchissais, est-ce que c'était une méthodologie qui était compatible avec ce projet-là. Donc, je pense que j'ai fait mes preuves parce qu'au bout d'un mois, ils m'ont dit, bah, vas-y, demande directement le sponsorship. Donc, et le sponsorship, je l'ai eu mi-décembre. Ah oui, donc hyper rapidement. Donc pour le sponsor, quelles sont les modalités? Donc d'avoir l'entreprise qui te sponsor. En vrai, à partir de quand on a un diplôme français, le plus dur, c'est surtout le diplôme d'ingénieur, c'est de le faire valider pour l'Australie. Parce que mon diplôme d'ingénieur n'est une équivalence au master, mais c'est pas un master. Donc il faut le faire valider par une entité australienne qui s'appelle Engineer Australia. Donc il faut que tu envoies l'ensemble de tes relevés de notes, tes contrats, tes fiches de paie, tout ce que tu peux prouver toute ton expérience en tant qu'ingénieur en France. Et à la suite de ça, j'ai été accepté par Engineer Australia. Est-ce que tu délivres un diplôme australien? En fait, on reçoit une lettre d'Engineer Australia disant que ce diplôme-là correspond aux attentes australiennes et il est valable. Ok. Donc j'ai ça. Puis après, j'ai besoin de l'IELTS, donc prouver que j'ai un certain niveau d'anglais. Ça, j'avais pas trop de soucis, donc j'ai eu 8 sur 9. Après, on peut faire le PTE aussi. Certaines personnes disent que c'est plus simple de faire le PTE que l'IELTS. Personnellement, je trouve que l'IELTS est plus simple par le fait que on est juste tout seul avec l'ordinateur, il n'y a pas d'IA. Et quand on travaille un peu l'examen, il est assez simple. Ah, je pensais que tu étais interrogé par, je sais pas, par un prof, en fait. Pas du tout ça. En fait, l'IELTS, tu as 4 épreuves, donc expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. Et c'est que lors de l'expression orale que tu es avec un professeur pendant 20 minutes. Moi, on m'a demandé pourquoi est-ce que je portais ce parfum-là. Voilà, c'est là où j'ai eu ma plus mauvaise note, c'était l'expression orale. Pourtant, je pensais que c'était là où je pouvais être le plus meilleur. Mais non, malheureusement, c'est là où j'ai flanché. Ah. Mais parce que je savais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je porte ce parfum-là parce que j'aime bien. Voilà. Il faut pas tirer dessus. Et du coup, tu as eu quoi à l'écrit? C'était des questions où tu devais donner des réponses? Ça se passait comment en fait? Tu avais quoi L'écrit, c'était une sorte de petit essai de 200 mots, 200-300 mots. Enfin, c'était deux essais d'affilée qui faisaient 200-300 mots. Donc ça allait parce que c'est surtout des tournures de phrases qu'ils sont à la recherche. Enfin, ils sont en recherche de tournures de phrases. Est-ce qu'on comprend comment est-ce qu'une phrase est construite? Puis pour ce qui est de la compréhension orale, c'est des QCM, donc ça va très vite. Si on n'a pas l'oreille, comme on peut écouter qu'une seule fois, on n'a pas vraiment le choix à l'erreur. Et des fois, il faut accepter de laisser une case vide et de se focaliser sur les questions d'après. La compréhension écrite, si on lit un peu en anglais, ça va très bien et c'est très facile. Donc, tu as réussi l'IELTS haut la main. Ton diplôme a été validé par l'entité australienne. La dernière épreuve, maintenant, c'est de prendre une assurance qui ne peut pas être l'assurance Chapka, parce qu'il faut une assurance vraiment australienne, 100%, qui t'assure tu n'as pas accès encore à la Medicare. Donc, c'est vraiment une assurance 100% pour ta pomme. Combien celle-ci? Moi, je paye à peu près $160 par mois. Ouais, ça va. Il faut savoir que c'est le genre d'assurance parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc, cette assurance-là n'est valable uniquement 2 mois après ta démarche. Quand tu débarques. Et après, il y a toujours tes 2 mois de carence. Ouais, tu as 2 mois de carence. Donc, évidemment, quand moi je l'ai pris en décembre et que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé en décembre, c'était pour ta pomme. J'ai dû payer mon ILM tout seul, mon scanner tout seul, mes prises de sang tout seul. Ça commence à faire vite cher. On se rend compte que l'assurance, c'est utile. Ah ouais, en Australie, c'est hyper cher. L'assurance, toujours, prenez-la. Et c'est une condition pour laquelle mon visa peut être retiré si je n'ai pas d'assurance comme ça. Par exemple. Ah oui. Est-ce que l'entreprise qui t'a embauché en sponsor, est-ce qu'il doit prouver qu'ils ne peuvent pas embaucher d'Australiens? Alors, je t'avoue que ça, je n'ai pas du tout vraiment regardé comment est-ce qu'eux avaient demandé le sponsor. Parce qu'il faut savoir que dans mon entreprise, par exemple, dans le bureau dans lequel je suis à Brisbane, on est 6 et il n'y a qu'une seule Australienne. Ça prouve en aussi. termes de sponsorship, ils ont l'air d'être déjà bien cadrés et de savoir comment faire. Ouais, ça prouve, parce qu'en plus, ça a un coût pour eux aussi, le sponsor. Il faut savoir que le sponsor, ça m'a coûté, moi, en tout, parce qu'il faut faire traduire tous les documents, etc., ça m'a coûté à peu près, je vais dire,
$4 000. Ouais. Et eux aussi, ils doivent payer quelque Enfin, chose, je crois. peut-être un peu plus. L'entreprise paye quasiment la même chose, entre 3 et $4 500. OK. Donc en fait, on peut dire que, dans ton domaine, il y a du boulot et qu'il faut être qualifié Par pour ailleurs, dans tout le métier, dans le métier d'ingénierie en Australie, ils sont vraiment à la recherche, ah hein, que ouais, ce en soit général? en général, dans Ouais. les métiers avec des compétences comme au-dessus d'un master, ils sont à la recherche en Australie. Il faut OK. savoir qu'en Australie, c'est à la taille de l'Europe, mais ils sont que 30 millions. Mmh. Donc vraiment, en termes de, quand ils cherchent vraiment des gens avec des compétences, et ils sont vraiment en train de monter en puissance là du métier de l'ingénierie. Par OK. exemple, je vais prendre juste un exemple de Brisbane. Ils Oui. sont énormément à la recherche d'ingénieurs génie civil et de construction parce que bah, on a les JO en 2032 et donc ils sont à la Mmh. recherche de personnes à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est une bonne information. Toi, tu disais qu'il y avait, beaucoup, de nationalités différentes et qu'il y avait très peu d'Australiens dans l'entreprise où tu travailles. Est-ce que pour toi, ça a facilité un peu l'intégration, dans cette entreprise? Il faut savoir que dans mon entreprise, on va prendre des pourcentages. Il y Mmh. a à peu près 70% d'étrangers et 30% d'Australiens, vraiment pure souche. L'intégration des différentes cultures, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'esprit d'équipe et dans l'esprit de l'entreprise. Après, il faut savoir qu'on a 2 antennes. Donc, on a une antenne à Brisbane, une antenne à Melbourne et on travaille quand même avec des collègues via Slack, via Zoom et on va toujours communiquer par internet. Moi, au début, j'étais un peu réticent à ça parce que j'étais dans une entreprise où on avait énormément de collègues et si on avait un problème, ben, on allait directement les voir dans leur bureau. Là, clairement, on était plus sur de la discussion via internet, via des petits messages. Et bah, j'ai trouvé que je m'étais aussi bien intégré parce que bah, c'est vraiment une équipe très technique et donc bah, en termes de technicité, ça rapproche les gens. Mmh. Comme c'est des métiers passion, bah, on va boire des coups après le soir et puis bah, ça rapproche. Oui, tu t'es sentie assez rapidement intégrée et tu t'es sentie bien et à l'aise? C'est ça. Je me Ouais. suis senti très vite à l'aise. Après et puis derrière, chaque personne a vraiment une compétence unique dans l'entreprise. Donc Mmh. bah, dès qu'on a besoin de quelqu'un en version de quelque chose de très particulier, bah, ça crée un lien de travailler sur un même projet. Mmh. Donc l'intégration dans l'équipe, elle se fait assez rapidement. Est-ce que l'entreprise met en place des choses pour, intégrer un peu, bah, les Heu, nouveaux bah, par arrivants ou pas forcément? bon, il y a un petit post LinkedIn, qui se fait, mais plus particulièrement, par exemple, pour Noël, bah, ils font un repas tous ensemble, Mmh. soit à Melbourne, soit à Brisbane et bah, l'équipe de Brisbane, si jamais, elle a besoin, bah, elle va à Melbourne et puis, si Melbourne, veut venir à Brisbane, bah, ils viennent à Brisbane et puis il y a même des gens qui sont en remote complètement à Sydney et du coup, ils choisissent, bah, l'entreprise leur paye les billets d'avion pour aller voir, leurs collègues Ouais. en présentiel. Ouais, c'est sympa ça. Ouais, ça, c'est plutôt cool Ouais. et puis surtout que moi, je venais tout juste d'arriver donc arriver tout de suite dans une équipe et puis hop, au Ouais, repas de Noël. ouais. Là, par exemple, on fait un repas de Noël, à Brisbane. C'était dans une des plus vieilles maisons de Brisbane, avec, des serveurs et cetera, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie et pourtant Ouais. j'étais dans une très bonne entreprise en France. Là, clairement, bah, c'est une plus petite entreprise et j'étais carrément mieux servi. On m'a vraiment rincé. Tu C'était c'est très bien. stylé. Et entre la France et l'Australie, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence, au niveau de l'ingénierie? C'est pour ça un peu que je suis venu en Australie au début avec un working holiday visa, c'était de connaître la culture, savoir est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une culture qui me va? Est-ce que je me plais en Australie? Est-ce que les Australiens sont sympas? Est-ce que les Australiennes sont sympas? Est-ce que, voilà, est-ce que je m'y plais? Est-ce que c'est un pays où je m'y plais? Donc, bah, j'ai fait le WA, le Queensland, le New South Wales et on va pas se mentir, le Queensland, c'est quand même une région qui m'a vraiment bien marqué. Et quand on voit, après les cafés que j'ai fait, comme on en avait parlé au début de l'interview, Mmh. bah, c'est vraiment, des gens qui sont beaucoup plus tranquilles qu'en France, vraiment moins orientés, profit, ils sont plus orientés projet. Qu'est-ce que le projet va apporter à la population? Et ça, c'est quelque chose qui me parle plus en tant qu'ingénieur. Alors qu'en France, on parle quand même beaucoup plus d'argent. Même si l'argent, au contraire, en Australie est beaucoup moins tabou qu'en France. C'est ça, si jamais un ingénieur écoute ce podcast, par exemple, et se dit: «Oh putain, c'est trop bien l'ingénierie en Australie», ben l'ingénierie en Australie, oui, c'est bien, mais l'Australie en tant que telle, c'est aussi un pays à part entière et c'est complètement différent de l'Europe. Mmh. Donc si jamais l'idée de venir bosser en Australie te plaît, heu, commence par un working holiday visa, visite un peu. Moi, j'ai fait à peu près en tout, du coup, 10 mois de working holiday visa. Tu peux voyager partout dans l'Australie, c'est vraiment une expérience de dingue, hein. Ça reste, sans aucun doute une de mes meilleures années de ma vie.
Oui, d'accord. Et clairement, bah voilà, c'est pour ça que je suis resté ici. Et après, ensuite, commence avec un sponsorship et vraiment investis-toi pendant 2 ans. Parce que le sponsorship, on est bloqué avec la même entreprise pendant 2 ans. Après, Mmh. si l'entreprise te vire, tu peux toujours essayer de retrouver une autre entreprise pour récupérer ton Working Holiday Visa. Mais l'objectif, c'est quand même de construire quelque chose de confiance, donc avec une entreprise où tu sens qu'il y a vraiment une bonne énergie. Parce qu'il faut faire gaffe aussi avec les Australiens, ils sont très capables de te dire: «Bah, ouais, ouais, bien sûr, on va te sponsoriser» et combien de fois sur des groupes Facebook, je vois: «Bah, on Mmh. m'a mis à l'envers sur mon sponsorship». C'est Non, ça. voilà, faut vraiment avoir une entreprise dans laquelle on a confiance, avec un boss ou un manager avec lequel on se sent bien et ensuite, c'est tout droit. C'est très bon conseil parce que là, toi, tu vas rester 2 ans dans la même entreprise, tu n'as pas encore les droits australiens, mais par la suite, tu vas faire une Non, demande d'un autre visa pour la demande de l'APR 186. exactement, après 2 ans de visa 482, donc de sponsorship, je peux demander, le visa 186 qui me mène, enfin, ce qu'ils appellent la voie royale pour la permanente résidentielle, l'APR. Et donc à ce moment-là, oui, là, je pourrais avoir, plus de droits, d'Australiens et je pourrais quitter et revenir dans le territoire et changer d'entreprise aussi à partir de 5 ans, je crois. Tu peux l'avoir, le citizenship, au final? À la suite de l'APR, oui, je peux, le citizenship, je crois que c'est 5 ans. Je t'avoue que je l'ai pas encore Ouais, vraiment, au fur et à mesure, bien sûr, oui. creusé dans ça. Je creusais jusqu'à la demande de l'APR et voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. C'était ta prochaine étape, de toute façon. C'est ça. Ah, Voilà, petit à petit. enfin, c'est vraiment, l'Australie pour moi, c'est vraiment quelque chose où c'est le pays de l'opportunité, donc on peut vraiment décider 2-3 mois à l'avance de ce qu'on peut faire. Alors qu'en France, il faut vraiment toujours, Mmh, enfin, anticiper, anticiper. L'Australie, c'est vraiment le pays de l'improvisation. Tu veux faire, tu fais. Tu veux pas faire, tu fais pas. Et c'est très bien comme ça. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Il y en ouais, a certains, ça convient pas pour ouais, ça. et Venez ça faire un peut aller très working vite. holiday visa. Mmh, Venez voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et si ça vous plaît pas, bah, c'est pas grave. mmh. Mais au moins, vous serez pas déçus. Ouais. Non, mais c'est de très bons conseils d'aller jauger un peu, voir si ça te plaît, et après, ensuite, faire des démarches pour avoir un sponsor ou autre pour rester en Australie. Ça, c'est Et sûr. faites les fermes. Enfin, même moi, enfin, j'avais pour objectif déjà de faire qu'une année, hein, mais j'ai quand même fait mes 88 jours de ferme Mm. et qu'est-ce que je me suis éclaté. Bon, j'ai fait des tafs aussi qui étaient super bien, mais enfin, c'est la vraie vie australienne, La vraie vie des dans le backpackers. bush, la vraie vie des backpackers. Ouais. Voilà. Bon, j'ai eu énormément de chance sur mes expériences, mais parce que j'ai vu des gens qui avaient malheureusement des mauvaises Ouais. expériences, mais comme partout. Mais ouais, faites vos fermes aussi et ça vous laisse aussi des opportunités. Vous voulez faire 2 ans, bah vous faites 2 ans, tu Mm. vois? C'est ça. Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est de ton salaire. Combien tu touches en tant qu'ingénieur spécialiste dans les barrages en Australie? Alors, moi, faut savoir que quand je suis rentré dans l'entreprise, je suis rentré à l'échelon le 2e échelon le plus bas. Mhm. Donc, j'ai été augmenté là tout récemment. Mais donc quand j'étais à l'échelon le plus bas, j'étais à 78 000 $ annuels, Ouais. plus, la superannuation, plus la prime de fin d'année. Donc, qui est pas une prime de fin d'année pour nous, mais qui est une prime de fin de juillet. Parce que nous, on a la prime de fin d'année en juillet ici. Ouais. Là, j'ai eu une augmentation et je suis à 85 000 plus la prime de fin d'année qui est équivalent à un peu plus qu'un mois et demi de salaire. 85 000, ça donne quoi par semaine? Ouais, parce que moi, je Ce suis sera payé plus au simple. mois. C'est ça aussi. Ça, Ah, c'est t'es quelque payé au chose qui est mois? assez rare, c'est que je Ah, suis mais payé oui. au mois. Mais comme j'ai été augmenté là, ce mois-ci, je sais pas combien est-ce que je vais être, mais Vas-y, là, quand j'ai j'étais à la 78 calculette. 000, j'étais à 5 500 par mois. 5 500 par mois. Donc C'est ça. divisé par 4, ça fait 1375. Allez, on Voilà. se porte. 1375. En plus, ça a une prime fin d'année. Là, ça a été augmenté, donc peut-être que tu as 1005 par semaine. Ouais, je dois être à Peut-être un peu peu près quelque chose plus. comme ça, entre Ouais. 1 500 et 1 600 par semaine. Voilà. Donc, très bien. Tu vis très confortablement à Brisbane? En vrai, à Brisbane, bon là, moi, je loue une chambre dans un appartement. Mm. Clairement, quand je suis arrivé à Brisbane en novembre, bah, c'était un peu la crise parce que tout le monde s'en allait des logements étudiants et comme c'est l'été, bah, ils sont tous en train de louer. Et donc, c'était un peu difficile de trouver une bonne chambre pas chère. Là, je paye assez cher, je paye 400 $ par semaine Ah oui. pour une chambre, donc c'est très cher. Mm.
Mais même avec mon salaire, clairement, je peux très bien vivre. Et puis, Ouais. je joue au poker aussi beaucoup, du coup, j'ai pas trop de problèmes dessus. Ah, d'accord. Donc, tu t'es gagnant au poker en plus. Je jouais pas mal au poker en Ah, France et ici, ça marche ça- plutôt bien aussi. ah. Et le salaire comparé à la France, est-ce qu'il est mieux? Bah, il y a pas photo. Le salaire comparé en France, j'ai pris entre 30 et 35%. D'accord. C'est bien parce que la vie quand même en Australie, il est quand même plus cher qu'en France. Elle est plus chère qu'en France, Ouais. mais encore, enfin, je trouve qu'elle est pas non plus beaucoup plus chère. Enfin, moi, personnellement, Surtout je au suis niveau des quelqu'un qui loyers aime en ça. fait. Le loyer, Voilà, oui. c'est au Ben, moi, niveau des j'étais à loyers. Nice, donc le loyer déjà à Nice, bah, Ah oui, oui, moi, oui. j'ai- C'est déjà pas mal. j'étais Ouais, déjà à 800 euros par mois pour un petit appartement à Villeneuve-Loubet, donc ouais. ouais. Donc tu connaissais déjà les loyers chers, quoi. Après, tout ce qui est vie en termes des restaurants ou les supermarchés, je les trouve pas beaucoup plus chers qu'en France, hein. Oui, oui, Si on oui. choisit des produits de qualité, à chaque fois, c'est le même prix qu'en France. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, ce qui est plus cher, en fait, c'est les loyers. Mais bon, comme on est payé plus en Australie, ça s'équivaut, en fait. C'est équitable. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais en soi, et puis, enfin, l'autre chose aussi qu'on n'a pas parlé, c'est que dans mon contrat, j'ai aussi la superannuation. Ils me versent sur ma superannuation 800 $ par mois sur ma superannuation. Ouais. Donc, c'est quand même aussi quelque chose que je pourrais récupérer. Alors, ça, c'est quelque chose, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si avec la PR, je peux récupérer La l'entièreté de totalité, ma ouais. superannuation. C'est ce que j'allais te poser comme question, justement. C'est que bah, même si je suis taxé à 35%, enfin à 65%, ça me fait quand même un bon Ouais. pactole à la fin Mais de oui, mes oui. 2 ans. Oui, oui. Du coup, Philippe, on arrive sur la fin de cette interview. Donc, j'ai pour habitude de poser une question. C'est de nous raconter quel est ton meilleur ou tes meilleurs souvenirs que tu as vécu en Australie. Alors moi, quand je suis arrivé en Australie, j'avais cette image de ces plages blanches avec l'eau turquoise qui, bah, voilà, qui m'ont bercé pendant de longues nuits. Et je me suis toujours dit, bah, je vais prendre mon 4x4, je vais aller pêcher mon poisson sur ces plages-là, je vais camper sur ces plages-là. Et à ce moment-là, voilà, je vivrai mon rêve australien sous les étoiles d'Australie. Et donc, bah, c'est quelque chose que j'ai fait tout le long de mon road trip. Et à François Perron, à Exmouth, à Broome, euh, voilà, je voulais faire ça. Et ça restera mes meilleures expériences. C'est regarder les étoiles tout en pêchant et en mangeant mon poisson. Que tu as Ça, pêché. ça restera un très très bon souvenir. Ouais, ça, c'est Et grave le kiff, ça. le deuxième très bon souvenir que j'ai, eh ben, c'est mes fermes. En fait, c'est les expériences que j'ai eues en ferme sont des expériences qui ont été très dures, enfin, physiquement, mentalement. C'est très challenging de travailler par 40 degrés dehors, même si voilà, on faisait des longues heures, mais ça m'a énormément apporté. Et puis, bah, comme ma mère vient d'un côté très, très rural, bah, de voir un peu comment est-ce que les artisans travaillent ici en Australie, c'est aussi quelque chose où on peut se dire, bah voilà, voilà, c'est ça vraiment travailler dur. Ouais. Et t'as travaillé dans quel type de ferme? Alors j'ai travaillé dans une ferme de moutons où bah, mon travail c'était de faire du fencing, donc monter des clôtures sur plusieurs kilomètres, enfin démonter, remonter des clôtures avec des barbelés sur plusieurs kilomètres sous 40 degrés. Donc ça c'était assez dur. Le deuxième travail, c'était dans une ferme d'irrigation où on conduisait des tracteurs 12 heures par jour. Où, à la fin, bah, j'ai fait ça pendant à peine 2 semaines, parce qu'à la suite de ça, on a eu des grosses pluies, donc les tracteurs ne pouvaient plus aller dans les champs. Et donc là, après, j'ai été aidé à reconstruire une nouvelle ferme avec bah, des tractopelles, des bulldozers, pas dehors, sous 40 degrés aussi, avec beaucoup d'humidité, les moustiques, les crocodiles dans l'eau. Enfin voilà, c'était en plein milieu du bush à Kununurra, et ça restera aussi avec les oiseaux qui chantent le matin, les serpents qui viennent te lécher les pieds. Enfin, voilà, c'était aussi une très bonne Souvenir expérience. mémorable, ouais. Donc, ouais, t'as eu quand même l'opportunité d'expérimenter quand même pas mal de boulot physique et différents en plus. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. T'as vraiment Ouais, fait la vie du backpacker et la vie plus installée. En même c'est pas 1 an et ça. demi. Après, les deux sont bien, mais C'est différent. la vie de backpacker, une fois qu'on est installé, on la savoure un peu plus aussi. La Ouais, liberté. ouais, C'est ouais. ça. Pour moi, l'Australie, si on doit résumer en 2 mots, c'est la liberté et les opportunités. Et ben, merci beaucoup, Philippe, pour ton retour d'expérience en Australie. Est-ce que tu acceptes de donner ton Insta pour les personnes qui auraient encore des questions à te poser? Bien sûr, vous pouvez m'ajouter sur Insta. Mon Insta, c'est phi_mlp.
LT. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. Salut, salut. Salut.